Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nos métiers sont faciles et agréables par rapport aux autres options extérieures? C'est-à-dire que, bien sûr, il faut apprendre plein de compétences, bien sûr, il faut se challenger émotionnellement, tu vas vivre des trucs durs, tu vas avoir peur à des moments. Ouais, ok, d'accord, t'es en slip derrière ton ordi chez toi, quoi. Et tu peux gagner 30 000 balles par mois. Donc, quelque chose qu'ils veulent beaucoup, qu'on leur donne très très vite, avec beaucoup de chances de succès, sans aucun effort, ça vaut très cher. Et c'est pour ça que le Viagra se vend si bien. Votre offre de 6 mois avec de la thérapie où on pleure et des bains glacés, en face, il y a Xanax. Vous avez perdu. Vous filez 5000 balles et galérez pendant 6 mois, prendre une pilule, remboursée par la Sécu. Autre chose avant qu'on démarre et qui sera très important, il y en a certains d'entre vous qui sont coachs, d'autres qui sont thérapeutes, il y en a qui sont consultants, il y en a qui sont dans des métiers très tech, d'autres dans des choses très perchées, très énergétiques. Il y a plein de choses qui vont se mélanger. Les méthodes dont on va parler aujourd'hui s'appliquent à tous. Et c'est pas parce que je prends un exemple de coach B2C naturopathe que c'est pas exactement les mêmes stratégies de vente, de création de contenu, de création d'offres pour un consultant technique. C'est les mêmes. Je le précise parce que ça fait 5 ans que je le fais. J'ai pris des méthodes du B2B, parce que c'est de là que je viens moi, pour le B2C et chaque année on continue à me dire oui mais moi ça s'applique pas. Si vous vendez de la connaissance sous forme d'accompagnement, de consulting, de je fais à votre place, de je vous accompagne, de je vous enseigne, peu importe à qui vous le vendez, ça s'applique. Ça s'applique pas au e-commerce, ça s'applique pas au commerce physique, ça s'applique pas aux petits trucs à 17 €, je sais pas faire ça. Et à la rigueur, si vous ne pouvez signer que, je dis bien que, des appels d'offres sur 6 mois avec la défense, je ne sais pas faire non plus. Parce qu'en fait votre communication ne sert à rien puisque c'est du copinage et ensuite savoir faire des appels d'offres. Ok, tout ça, ça s'applique pas. Tout le reste, ça vous concerne. Simon est aussi spécialiste que moi des business bizarres et j'aimerais bien qu'on en trouve un marrant aujourd'hui pour le faire tous ensemble. Donnez-nous des idées cheloues là. On va inventer un business chelou. La moitié des gens sont intéressés par le sujet, l'autre moitié ils veulent juste nous voir galérer. Oui, c'est un peu ça. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Eh ben on va pas s'en sortir. Ok, on parle là-dessus. Donc ronron thérapie, ok. Ce qui est bien, c'est parce que je vais avoir l'air intelligent moi sur YouTube. Désolé YouTube. Première chose que je voudrais vous dire qui est importante avant qu'on démarre, pour faire 1, 2, 3, 5, 10 millions par an, il faut des idées qui trouvent vraiment un marché. La ronron thérapie à 5 millions, j'y crois pas trop. Par contre, n'importe quelle idée chelou auquel vous pouvez un jour penser et qui serait digne d'aller dans un dîner de cons peut faire un business à 50-100 000 l'année, sans aucun doute. J'ai vu des trucs aux États-Unis. Les mecs qui organisaient des courses de furet, 50 000 balles par an. Comment construire des caisses de savon pour en faire des voitures de course pour les gamins, 75 000 $ par an. Élevage de furet, 100K. Jazz manouche, 40K par mois. Tricot, 30K par mois. Piano, 1 million par mois, en toute détente. Alors c'était un pianiste de spectacle très connu, mais 1 million par mois quand même, hein, pour donner des cours de piano, hein, et formation en ligne. Donc vraiment, tout est possible. Donc la ronron thérapie. On va se poser une question très simple. Qui a besoin de ronron thérapie ? Pourquoi on commence par ça ? La première chose qu'on va faire, on parle d'une idée. Il n'y a même pas encore une compétence à ce stade, c'est une idée. On va se demander où sont tous les endroits où mon idée pourra avoir du sens. Ensuite, on verra quels sont ceux qui ont le plus de potentiel. Les personnes malades, les personnes anxieuses, quoi d'autre ? Les personnes seules, solitaires. personnes âgées, personnes en deuil. Pour l'instant, vous êtes que sur des particuliers qui ont un problème personnel. Les EHPAD, écoles de commerce, moi je peux continuer, les cafés, et ouais, on va vous apprendre à vous transformer en café achat et à x2 le prix du café. Les franchisés, franchiseurs, parce que ça peut devenir une franchise. C'est sûr que Ronron, Calinéo au salon de la franchise, ça va être marrant. Hein. Donc là, on a une liste de pas mal d'idées. Donc on part vraiment d'une simple idée, on se demande qui en aurait le plus besoin, à qui on peut s'adresser, c'est vraiment le qui. Parmi toutes ces personnes-là que vous avez citées, on va maintenant se demander lesquelles sont le plus susceptibles d'avoir besoin de ronron thérapie. En des termes plus marketing, où est-ce que la douleur et donc le coût de non-résolution est le plus élevé ? Ou le désir inassouvi le plus important ? C'est pas forcément une douleur, ça peut être aussi un désir. Donc les personnes seules, malades, isolées. Un truc à surveiller, enfin 2 choses à surveiller ici. Plus les personnes sont en souffrance chronique, critique depuis longtemps, plus il y a de chances que leur vie personnelle soit très compliquée et qu'elles soient dans des situations financières précaires. Plus elles sont fragiles psychologiquement, plus vous allez devoir faire attention à ce que vous racontez parce que vous avez une responsabilité aussi bien morale que juridique. On fait pas n'importe quoi, on n'est pas aux États-Unis. En France, il y a des lois. C'est pour ça que le but, c'est effectivement d'aller là où il y a le plus de souffrance, entre guillemets, mais il ne faut pas non plus aller dans le pathos très... Il faut que ce soit confortable aussi pour vous, parce que plus la personne va être compliquée à accompagner, moins vous allez apprécier faire votre travail. Vous allez passer 4 à 6 mois avec une personne, il faut que le feeling se passe aussi. Il y avait l'idée justement que j'aimais bien aussi, des cafés en faillite qui essayent de renouveler du coup sa nouvelle offre. On va prendre cette idée-là du coup. À main levée, qui est-ce que ça plaît cette idée ?
Ici, il va falloir se demander est-ce qu'on adresse la communauté autour des chats ou est-ce qu'on se place dans ce qu'on appelle en marketing le business opportunity. C'est-à-dire, monsieur et madame tout le monde, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ton métier, tu n'aimes pas ce que tu fais, ouvre un café à chat. Vous avez tous vu passer ces pubs sur Internet à un moment ou un autre. Tu aimes écrire, voici un business où je peux juste écrire des emails et avoir 1000 euros. Tu aimes téléphoner, voici un business où je peux gagner de l'argent avec mon téléphone depuis chez moi. C'est tout ce qu'on voit actuellement, c'est le business opportunity. Le marché, c'est 100% des gens insatisfaits de leur situation et on leur vend notre véhicule, notre opportunité comme étant la meilleure. C'est pas forcément ça qu'on doit faire aujourd'hui. J'explique pour que tout le monde ait la même base théorique. Donc il y a ça qui est possible. Du coup, si on récapitule, on est parti d'une idée de bar à chat. On a décidé d'une cible. On va encore l'affiner par la suite. Mais du coup, on partirait sur des personnes dont la vie était difficile. Ils ont eu un chat et du coup, elle était beaucoup plus facile. Je caricature. Et donc, par effet de vouloir, transmettre cet amour félin, ils ont ouvert un bar à chat. Ils ont trouvé ça tellement extraordinaire qu'ils veulent enseigner aux autres à faire la même chose. C'est ça. Et ils vont prendre ensuite 20% sur toutes les recettes des bars qu'ils vont ouvrir. Putain, soit direct, quoi. Moi, j'aurais fait un fils fixe, mais ok. Modèle de recurring, quoi. En termes d'offres, ça s'appelle un kidnapping. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'avatar, dans un premier temps, et juste après l'offre. À qui on vend ça? Essayez d'imaginer, vous êtes face à un petit Google Doc et votre Google Doc, à la fin, vous devez le donner à une IA qui fait des images et elle doit vous dessiner le persona parfait. Qu'est-ce qu'on lui dit sur notre avatar? Tu es un spécialiste de la création d'offres de business de plus de 25 ans d'expérience en storytelling, en marketing, etc. Et tu veux un avatar détaillé, le mieux c'est de dire à ton IA c'est une spécialiste de la psychologie humaine qui travaille en psychologie sociale et analyse du consommateur depuis 20 ans. Tu auras des trucs beaucoup plus précis que si tu lui dis d'être un marketeur. Le marketeur, il veut refourguer des trucs. Alors pour ça, il a besoin de connaître un peu les gens normalement, mais s'il n'a pas un background de psychologie, tu n'auras pas un truc aussi précis. Ouais, puis il y a deux composantes du coup à votre avatar. Il y a le côté socio-démographique, le genre ou le non-genre, l'âge, etc., etc. Et vous avez aussi tout ce qui est, alors j'ai toujours psycho-émotionnel, mais je suis pas sûr que ce soit psychographique. Psychographique du coup. Où là, ça va vraiment être quelles sont ses peurs, qu'est-ce qu'elle ressent, quels sont ses désirs, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, etc. Du coup, comment est-ce qu'on obtient tout ça, toutes ces informations? Et si on ne sait pas encore à qui on parle, on ne peut pas aller les chercher. La première chose, ça va être d'inventer une théorie initiale. D'après moi, qui est ma cible? Notre théorie sera à 70% fausse à peu près, mais c'est pas grave, il faut bien partir de quelque chose. Qui est l'avatar type de ce qu'on est en train de construire ici? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Dans quel type d'endroit il vit? Quel type de vie il a vécu avant? Quel type d'études cette personne a faites? Où est-ce que cette personne elle consomme de l'information? Qui est-ce que cette personne elle suit sur Internet? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? Quelles questions cette personne elle se pose? Alors je suis pas sûre que je répondrai à toutes les questions, mais je pense que c'est une femme bobo parisienne qui fait du yoga. De ouf. Qui était directrice on a tous l'image là, voilà, avec le petit leggings Lululemon. Voilà, c'est ça. Non, là on a plutôt quelqu'un début de carrière qui arrive dans la vie active, 2 ans d'expérience, putain c'est nul ce truc, je me fais chier. On m'a vendu du rêve alors que c'est ça non. On m'avait dit que ce serait comme dans 99 francs, c'est pas ça du tout. Ah non, pas du tout, je fais des photocopies. Il y a eu beaucoup de reconversions comme ça en 2020-2021, crise de sens. Ah tiens, je fais un métier de merde. Ah tiens, si je suis plus là, il sert à rien mon métier. Ah tiens, je peux le faire de chez moi en 2 heures par jour, personne ne s'en rend compte. Bon ok, mon métier sert à rien, par extension ma vie sert à rien, ok, faut tout changer. Tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, tu te fais chier, tu détestes ton job. Si t'as un peu de chance, t'as pas encore des enfants et un crédit, sinon ce sera plus dur. Et il est temps de le faire maintenant, parce que si tu le fais pas maintenant, tu vas te retrouver dans une prison dorée. Commence à avoir un truc un peu précis là. Là vous imaginez du coup cette personne, vous avez un visage qui vous vient. Moi j'imaginais bien un couple par contre qui a ouvert justement ce... Oui. Genre, lui, elle est responsable marketing et lui il bosse chez McKinsey. Oui. Et pareil, il en peut plus. Tous les matins, il prend le RER pour aller à la Défense parce qu'ils ont déplacé ses bureaux des Champs-Élysées. Ouais, et puis après 6 mois en van life, ils se sont dit on a bu un café vraiment en Hongrie divin. Et du coup, ils sont rentrés à Paris, ils ont vendu leur van pour avoir un apport, ils ont été faire un crédit pour acheter un café dans le Marais. C'était un gros van, ouais. C'était un van de collègue. Ah ouais, avec des jantes en or et tout. Non mais en tout cas, pour le storytelling, j'imaginais bien en tout cas un couple, je sais pas, genre Charlotte et Jonathan, Véronique et Davina. Ok, bon, maintenant on a bien, hypothéqué, pas du tout. On a fait des hypothèses sur cette cible, faut aller sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour valider toutes nos intuitions? Ou les invalider? Le but aussi de... Entretien exploratoire. Voilà ça.
Pour aller tester cette hypothèse, on va faire ce qu'on appelle des entretiens exploratoires. Qu'est-ce que c'est? On va prendre notre avatar type, on va essayer de le trouver dans la vraie vie, et on va lui poser plein de questions s'il veut bien. A priori, notre couple en crise existentielle et reconversion, normalement, en plus du yoga, ils font aussi un peu de crossfit. Donc de toute façon, ils aiment bien parler de ce qu'ils font. Ça tire à balles réelles. J'ai été cet avatar, je sais de moi que je me moque là. Donc on n'aura pas de problème à leur parler. Maintenant, il faut les trouver. Où ils sont? Où est-ce qu'on va les chercher? Alors bien sûr sur les réseaux sociaux, potentiellement sur des events de tout ce qu'on a cité, crossfit, yoga, tous les sports qui sont devenus extrêmement à la mode ces 5 dernières années à Paris. Escalade aussi. Oui. C'est la grosse Oui, mode. oui, du blog dans Paris Centre, parfait. Du coup, c'est pas tant vers les chats qu'on va aller les chercher, enfin ça paraît contre-intuitif. Hein. En fait, l'intersection qu'on veut, c'est notre avatar et chat. Ouais. Prenons 100 personnes qui aiment les chats, combien sont dans notre avatar? Prenons 100 personnes dans notre avatar, combien aiment les chats? Dans mon deuxième groupe, il y a beaucoup plus de gens à l'intersection. C'est pour ça qu'on va chercher là. Parce que si tu veux, ceux qui aiment les chats et qui sont dans mon avatar, t'en as 2%. Factuellement, des gens qui aiment les chats, à peu près 1 sur 2, quoi. Les autres aiment les chiens, ils râlent. Oui, dans ce groupe-là, il peut y avoir un avatar qu'on pourrait adresser, tu vois, mais c'est pas celui qu'on a choisi d'adresser. Et si tu commences à adresser plusieurs avatars, ta communication, elle va être floue, et donc en fait, tu n'adresses plus personne. Si tu aimes le yoga, mais aussi si tu es amoureux de chat, et aussi si tu es bof avec les chiens, et aussi si tu habites à Paris, et si tu habites à Bordeaux, et si tu aimes le pilate, là, c'est fini, tu as perdu tout le monde. Mais ils sont tous vrais pourtant. Du coup, là, on a été chercher des gens pour faire des entretiens exploratoires. Qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Ces gens-là, vous avez trouvé l'avatar hypothétique, ok? Vous l'avez au téléphone, en visio, en message privé, ou alors vous êtes assis avec au café, peu importe. Qu'est-ce que vous leur posez comme question? Où ils en sont professionnellement, ok? Je posais la question différemment, c'est quels éléments vous avez besoin d'obtenir pour valider, invalider votre hypothèse? Qu'est-ce qui les gonfle dans leur vie, quoi? L'information que tu veux récupérer est la bonne, mais la question est trop frontale. C'est le bac de philo, ça. À part ma psy, si quelqu'un me demande ça, je suis pas sûr que je réponds. Hein. Qu'est-ce qui manque dans leur vie? Comment est-ce qu'on pourrait poser cette question pour qu'elle passe mieux, qu'elle soit plus douce? Plus finement, oui. En fait, de toute façon, tout ce que vous voulez savoir est ultra brutal. Donc en fait, de toute façon, il va falloir utiliser des pirouettes de questionnement pour que ça passe comme une question intéressante et une conversation lambda, et pas comme un entretien de psy. Quelle serait leur vie idéale? Ouais. Leur rêve de vie, quoi. C'est un peu deep comme question au premier abord, mais oui aussi. Qu'est-ce qui les challenge? Comment ça va? Comment ça va? En fait, il faut réfléchir un peu en entonnoir, finalement. C'est qu'on commence par des questions très génériques ou générales, je ne sais jamais le mot qu'il faut utiliser, pour faire la conversation, connaître leur situation, comment ça va, tu te bosses où, t'es marié, t'as des enfants, ils ont quel âge, des discussions de la pluie et du beau temps. Moi j'irais un peu en soum-soum, tu vois. Tu fais quoi comme métier? Ah, un consultant en marketing dans le yoga, c'est bien. Ça consiste en quoi? Tu fais quoi de tes journées? Toute la journée, tu fais ça? C'est pas un peu chiant? Si, d'accord. Mais pourquoi tu continues à faire... Excuse-moi, mais pourquoi tu continues à faire ça du coup? Ah, tu veux pas continuer? Raconte-moi ça, je veux savoir. C'est en général quand il y a quelqu'un qui a un job qui lui plaît plus du tout, mais c'est vrai pour une situation personnelle qui lui plaît plus du tout. C'est vraiment une question que vous pouvez tous utiliser. Hein. Juste de demander à la personne de décrire ce qu'elle vit par simple curiosité. Si elle aime pas ce qu'elle vit, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Hein. Décris-moi ton métier, décris-moi ta vie, parle-moi de ta famille, parle-moi de tes enfants, parle-moi de ton sport, parle-moi de ton quotidien. C'est un truc, parle-moi de toi, tout le monde aime bien, quoi. Et là, vous allez pouvoir trouver une porte d'entrée pour... Ah mais ça là, raconte. On veut connaître sa situation initiale, en gros, qu'est-ce qu'elle vit, machin, etc. On veut connaître sa situation désirée. On veut connaître aussi les obstacles qui l'empêchent d'atteindre cette situation désirée. On veut connaître aussi le coût de l'inaction. Ça, c'est des termes vraiment très précis, mais avec des questions plus humaines. Très peu de personnes parlent en mode « Quel est le coût de l'inaction si tu fais pas ça ?» C'est plus « Ok, admettons, on se retrouve dans 3 ans, t'as pas fait ce que tu m'as dit que tu voulais faire, comment tu te sens ?» Là, la personne dit non, c'est pas possible, il faut que je change, etc. Quand vous faites un entretien exploratoire, les personnes vont vraiment vous envoyer de Mars à Pluton en passant par Uranus. Bref, ils vont vraiment faire une forme de logorée ou diarrhée verbale. On appelle ça aussi comme ça. Et du coup, il faut un peu orienter et recadrer aussi vos questions. Il faut réussir à capter les petites informations, les petits détails si vous voyez des mots récurrents. Par exemple... La personne, elle va lancer des trucs envers vous. Comme ça, dans tous les sens. Et en fait, il faut trouver celui que vous voulez rattraper et vous y accrocher et plus le lâcher. Comme si vous faites une interview, un témoignage client, etc. Au début, les 15 premières minutes, vous faites parler la personne. Vous ne savez pas vous-même où vous voulez aller. Vous ne savez pas ce que vous voulez attraper, en fait. Et à un moment, des fois, vous allez entendre une phrase, un mot, quelque chose, où vous sentez une émotion. Ça, stop. C'est ça que je veux. Ok, parle-moi de ça. Ouais. C'est ça que vous devez aller chercher. C'est
derrière toute la superficialité, où est la profondeur? Une fois qu'on a passé le début, le small talk, et qu'on rentre un peu dans l'intérieur du sujet, il y a un moment, il va y avoir une phrase, vous allez dire, ok, ça, c'est ça que je veux attraper, c'est ça que je veux développer, ça, on va plus loin dessus. Il va falloir le faire en douceur, parce que la personne, elle va tout de suite bloquer. C'est non, mais attends, tu veux me parler d'un truc super douloureux, là, super désagréable, que moi-même, j'ai peut-être pas encore regardé en face. Non, bof. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir écouter, du coup, pas juste entendre, vraiment écouter. Apporter aussi une qualité de présence pour la personne, qu'elle se sente en confiance aussi, que vous vous intéressiez fondamentalement en fait à ce qu'elle dit. Je prends souvent l'exemple des explorateurs, des ethnologues qui vont observer des aborigènes ou en Australie, pour ceux qui restent. Vraiment observer ça comme si comme un explorateur, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le fais? Qu'est-ce que tu ressens avant même de le faire? Vraiment des choses, des détails comme ça. Parce que c'est là où vous allez vraiment avoir la pulpe, la quintessence aussi de ce que cette personne vit. Et ce qui va vous permettre aussi dans vos contenus, par la suite, sur le long terme, de vraiment utiliser le même type de mots. Je pense que si je vous parle de Sandrine de la Conta, ça vous parle, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un concept. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un concept qui, à mon avis, a été répété par des salariés, des gens qui bossaient, qui est vraiment devenu faire partie vraiment presque de l'inconscient collectif. C'est un petit peu ce type de choses. Si on reprend notre avatar client, ce jeune couple un qui bossait chez McKinsey, l'autre qui bossait à la Défense, etc., ils auront aussi leurs propres mots par rapport au boulot. Quand vous discutez avec des gens dans le bâtiment, sur le papier, ils sont salariés, ils n'ont pas du tout le même type de problème, ils n'ont pas du tout les mêmes types de mots, ils ne connaissent pas Sandrine de la Conta. Ils connaissent plus Marcel Descharpentes. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je pars très très loin, j'ai pas pris mon café. Ce que je veux dire par là, c'est que plus c'est ça le vous problème allez... quand on donne la parole à l'ancien prof de philo. Oui, ouais, en plus. Faut on m'enlever le micro. On allait le chercher à l'école, il y avait de la lumière, on l'a pris. Mais je l'avais pas fini. Savoir écouter, savoir ingérer aussi tout ce que la personne va vous dire, parce que pour travailler dans la reconversion depuis 5 ans maintenant aussi, il y a vraiment des gens qui ont des boulots... pas ouf du tout, et des managers où tu dis mais vraiment t'as vécu ça, et pour eux c'est normal, genre oui bien sûr, il m'appelle le dimanche, oui je lui réponds. Enfin, c'est des données que vous allez devoir aussi encaisser, parce que nous souvent on se plaint en disant je dois parler à des gens, ça fait chier. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nos métiers sont faciles et agréables par rapport aux autres options extérieures? C'est un talk que je faisais sur le Mastermind Fast and Slow là, il y a 2 mois, où j'ai introduit justement l'événement avec ça, c'est nos métiers sont faciles. C'est-à-dire que bien sûr il faut apprendre plein de compétences, bien sûr il faut se challenger émotionnellement, tu vas vivre des trucs durs, tu vas avoir peur, des moments, ouais ok d'accord, t'es en slip derrière ton ordi chez toi quoi. Et tu peux gagner 30 000 balles par mois. Pas tout le monde bien sûr, mais théoriquement. Qui d'autre à part nous ici? Quels autres métiers? T'es en slip dans ton canapé, tu pianotes des trucs sur ton ordi, tu parles à des gens sur Zoom et peut-être tu gagnes 30 000 balles par mois. Et en vrai même si on prend pas 30 000, même si on prend 5 000, les autres métiers à 5 000 balles ils sont chiants. Moi je change pas. Après avoir discuté avec le persona, avoir précisé son avatar, on a répondu à tout un tas de questions sur ces personnes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour vendre un truc à des gens, il va falloir le packager un minimum. Qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'ils y perdent à ne pas le faire? Qu'est-ce qu'ils n'auront pas à faire? Est-ce que ici vous avez déjà vu l'équation de la valeur de l'offre qui a été popularisée par Hormozy il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, mais ça existait depuis bien longtemps avant. Qui l'a déjà vu? Ok. Le prix d'une offre, c'est à quel point ils veulent quelque chose. Plus ils le veulent, plus ça vaut cher. À quel point ça va vite. Plus ça va vite, plus ça vaut cher. Les chances de succès perçues, réel c'est mieux. Plus il y a de chances de succès, plus ça vaut cher. Quels sont les efforts et sacrifices? Moins il y en a, plus ça vaut cher. Donc quelque chose qu'ils veulent beaucoup, qu'on leur donne très très vite, avec beaucoup de chances de succès sans aucun effort, ça vaut très cher. Et c'est pour ça que le Viagra se vend si bien. Ça veut aussi dire que vous serez en concurrence directe avec tout ce qui donne l'impression d'atteindre l'objectif plus vite, plus facilement et avec moins d'efforts que vous. Petit aparté sur les business B2C dans le coaching et la thérapie. Si vous n'êtes pas extrêmement précis et que vous vendez allez bien, votre offre de 6 mois avec de la thérapie où on pleure et des bains glacés, en face il y a Xanax, vous avez perdu. Vous filez 5000 balles et galérez pendant 6 mois, prendre une pilule, remboursée par la Sécu. Et vu que la personne en face de vous ne sait pas qu'il y a des conséquences à ça, elle préfère prendre son Xanax. Plus on est précis, plus on s'adresse à des personnes qui comprennent ce dont on parle, plus elles sont éduquées à notre sujet, moins on est en concurrence avec des conneries. Allez bien, je suis en concurrence avec Netflix et avec Ben & Jerry's. J'ai perdu. Et souvent, si vous voulez rendre les gens heureux, vous êtes trompé de métier, il fallait être une bouteille de tequila. Ça marche mieux. Jusqu'au lendemain. Donc, notre offre, qu'est-ce qu'on met dedans? Accompagnement à la création de café achat, ok.
On va commencer par des choses simples. Combien de temps ça dure? Combien de temps il faut accompagner une personne? 6 mois, ouais, minimum. 12, ce serait pas de trop, à mon avis. Entre 6 et 12. Les 12 sera peut-être plus dur à vendre, mais au moins 6, on est d'accord. Très bien. Quel est le format? Comment ça va être délivré? Dans un premier temps, one-to-one, oui. Présentiel, pas fan. Surtout pour démarrer, tu te mets tout de suite des bâtons dans les roues, quoi. C'est super galère. Ça veut pas dire qu'à terme, il ne faudra pas en intégrer, mais au début, si tu peux t'esquiver ça, c'est quand même mieux. Quelle est la promesse? Une activité qui les rend heureux et qui leur permet de gagner de l'argent. C'est extrêmement large. Tu es en concurrence avec tout ce qui rend heureux et tout ce qui peut faire gagner de l'argent. Tu es en concurrence avec le casino. Bonne chance. Du coup, une activité rentable qui leur permet de quitter leur job de merde qu'ils n'aiment pas, qui a du sens et qui aide les autres. Part d'un truc qu'ils aiment faire, qu'ils savent faire, qu'ils aimeraient faire plus et que maintenant ils peuvent monétiser. En fait, on reprend exactement toutes les pubs qu'on voit sur Internet. Tu aimes écrire, et si tu étais payé pour ça? Pareil, tu aimes traîner avec des chats toute la journée, et si tu étais payé pour ça? On est de nouveau hyper générique. Elle disait activité agréable, tendance et qui rapporte. C'est la même chose qu'une activité sympa et qui pour gagner de l'argent. On est sur des trucs extrêmement génériques. Tu m'as aussi décrit le fait d'aller faire du pilate entre copains-copines. À voir que ça rapporte pas. Mais du coup, on veut quelque chose de beaucoup plus précis. C'est tu aimes faire ça. Tu vas pouvoir le faire plus, tu vas pouvoir en faire ton métier, contrôler tes horaires et faire un truc que t'aimes. C'est ça qu'on vend. On vend ce truc que tu kiffes et que tu fais gratuitement toute la journée, tu vas être payé pour. Sortie de zone de confort, oui. Retrouver du sens, un job qui t'épanouit, qui rémunère, être en contact avec des gens, ouais. Besoin de connexion, quoi d'autre? Aider des gens qui ont besoin d'être au contact de chats, oui. Ok, on va essayer de formuler un truc. 6 mois pour prendre cette activité que tu fais déjà quotidiennement et en faire un métier. Je sais pas où je vais. Et vu comment il me regarde, il sait pas non plus. Non, moi j'étais resté sur ouvrir un bar à chat, du coup. Oui, mais tu aimes les chats, tu veux te reconvertir, tu ouvres un bar à chats. T'en as marre de ton job. Tu aimes les chats et tu vas pouvoir traîner avec des chats toute la journée et quitter ton job de merde. Ah oui, carrément. C'est vachement bien. Où est-ce qu'on en est avec cette offre? Pour l'instant, moi je suis pas convaincu, je jette pas. Ça a l'air compliqué. Le marketeur, il sait pas ce qu'il raconte. Aussi peut-être créer un bel espace. Enfin là, je suis allée regarder sur le bar à chat qui a rue Sedaine, dans le 11e. Et l'endroit, il fait un peu café-librairie. Et c'est très instagrammable en vrai. Et il y a aussi plein de parcours à chats où les chats ils peuvent aller sur les murs, etc. Donc il y a vraiment un aspect esthétique et c'est facile de communiquer là-dessus. On veut vendre un accompagnement à quelqu'un qui veut se reconvertir pour en ouvrir un. Cette dimension, je suis d'accord avec toi qu'elle est très importante. Mais comment tu lui vends ça? On va l'aider à faire la déco en fait. Enfin, l'aider à réfléchir à une déco, l'aider à travailler sur une déco et sur sa communication à travers ça. Je sais pas comment tu mets ça dans la promesse. Je suis d'accord que ça doit être dans le produit. Bien sûr, et que ce sera un argument du produit et un argument du sales. L'aider à définir son identité visuelle et à la créer, matérialiser. Tu me décris les caractéristiques. Personne n'achète des caractéristiques. Si je commence à te décrire ton téléphone en te disant combien il mesure, quels sont les matériaux, quelle est la puce à l'intérieur, c'est pas ça qui t'a fait acheter. T'as acheté le téléphone pour ce qu'il permet de faire ou pour l'image que la marque représentait. Et pas parce qu'il mesure 12 cm,3 et qu'il a une batterie de 32 Go et une puce M3. Et en fait, les caractéristiques, c'est ce qui nous excite nous. Le client, il s'en fout. Le client, c'est est-ce que ça me permet de... Je veux un stylo pour écrire. Je n'ai pas besoin que tu me décrives la mine et tout, je m'en cogne. Est-ce que je peux écrire avec? Oui, je veux le stylo alors. Le pas à pas pour obtenir un business qui ronronne. J'aime bien ça. C'est mignon. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui a le souhait de créer du lien entre des personnes via la relation à l'animal, qui est un truc assez mode pour le moment? Ouais, complètement. De toute façon, le bénéfice de faire ce métier, en grande partie, ça va être le lien, le sens, le présentiel, la connexion à l'autre, sortir de l'isolement, sortir des bullshit jobs, tout ça complètement. Mais par expérience, si tu vends l'impact, tu vends pas. Spoiler, il y a 3 ans, j'ai failli couler le business comme ça. Il y avait des vous d'il y a 3 ans, et je leur ai demandé sur Internet qu'est-ce qui était le plus important pour eux, l'argent, l'impact, la liberté, etc. Ils m'ont tous répondu l'impact. Donc moi, j'ai commencé à mettre toute ma communication sur développer un métier avec de l'impact. J'ai fait 0 € de vente, j'ai dit 5 000 €, j'ai fait 50 000 € de vente. Donc vous voulez tous de l'impact du moment qu'il y a le salaire avec. Du coup, les aider à créer un endroit qui va attirer des clients, qui va se démarquer et qui va être rentable. C'est ça. Ce serait 6 mois pour quitter. Alors non, je pense qu'ils ont déjà quitté leur job du coup. 6 mois pour ouvrir ton bar à chat, avoir tes premiers clients, avec une méthode pas à pas, clé en main, même si tu ne connais rien en restauration, sans jamais. Qu'est-ce qu'ils ne veulent absolument pas faire? Se lever le matin avec du fun, quoi. Sans jamais te redemander un jour pourquoi tu te lèves le matin. Et si ton job sert à quelque chose. Découvre les cafés ronron thérapie. Une activité clé en main pour ceux qui veulent retrouver de la connexion, du sens au milieu des animaux. Tada! Combien on vend ça? 6 mois d'accompagnement. On est sur du B2B, business opportunity. 5, 6, 8, qui dit 12? Si vous êtes en one-one, entre 5 et 8, c'est cohérent. Quand vous voudrez le scaler et aller en groupe, les business opportunity de groupe se vendent autour de 3 000 €
sur le marché. Apprends tel métier et deviens libre grâce à nouvelle martingale qui change tous les 3 mois, c'est autour de 3 000 € en général. Deviens consultant IA, deviens closer, deviens setter, deviens copywriter, deviens monteur vidéo, deviens graph operator, deviens VA, deviens OBM. Nous, ils ont tous fait. Ça, c'est à cause des connards comme moi. Désolé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On rappelle les gens des entretiens exploratoires. Oui. Pourquoi est-ce qu'on les rappelle? Oui, pour essayer de la revendre, bien sûr, mais pourquoi eux? Pour valider l'offre auprès d'une cible qu'on connaît déjà, pour préciser l'offre et la resserrer? Oui, complètement. En gros, on a déjà un public à qui on a déjà parlé. On a fini en disant « Est-ce que tu veux que je te tienne au courant ?» Ils ont dit oui, bien sûr. Et là, on va pouvoir pitcher des gens qui sont convaincus dans la cible et avec qui on a déjà une relation. C'est encore heureux qu'on va les recontacter. Sinon, pourquoi faire Si vous en avez 0 qui sont intéressés, ratez, recommencez à l'étape précédente. Si vous en avez un tiers, vous tenez un truc, mais il va falloir pousser un peu. Si vous êtes à partir de 50%, c'est top. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Ils ont été dans une démarche de « Ah oui, ça m'intéresse, je veux que tu m'expliques plus. » Parce que peut-être que votre offre a fait mouche, que vous en avez 50%, mais que vous n'avez pas de chance, les 50%, ça va coincer au niveau financier. Ça ne veut pas dire que l'offre est mauvaise. L'argent n'est jamais un vrai problème et une vraie excuse, sauf dans certains cas où ça le devient. Ça veut aussi dire que votre offre n'est pas assez irrésistible pour que la personne dépasse le sujet de l'argent. Mais il faut aussi partir du principe que c'est possible, que ça ne fonctionne pas tout de suite. C'est comme dans le principe de la science, parce que c'est quand même une démarche, on va dire, scientifique. On part d'une hypothèse qu'on veut essayer de prouver, etc. C'est pas pour savoir à quel point on a raison, c'est pour savoir justement à quel point on a tort. Toutes les découvertes scientifiques qu'on fait sont là pour nous montrer à quel point on est ignorant. Si vous mettez trop d'ego, trop de vous dans le fait de construire une offre en disant « j'ai beaucoup travaillé, ça va forcément amener les résultats que je veux », c'est possible que ce ne soit pas... Enfin, c'est pas une relation de causalité, quoi. Vous pouvez travailler très dur et quand même ne pas être arrivé là où vous voudriez être. Accepter de recommencer les recherches, etc. En fait, il faut prendre le modèle mental de l'inversion. Charlie Munger, expérience de pensée, comment je réfléchis à des trucs pour aller plus vite, pour utiliser les biais cognitifs de mon cerveau pour gagner du temps. L'inversion, j'ai aucune idée de ce qui marche, mais je peux facilement trouver tout ce qui ne va pas marcher. Ensuite, je fais juste le contraire. En fait, à chaque fois que vous trouvez un truc qui marche pas, vous vous rapprochez de ce qui marche. Parce qu'on ne peut pas du tout prédire le succès, mais on peut très facilement prédire l'échec, avec beaucoup d'évidence. Je le répète tout le temps. Pourquoi nous, on arrive à faire ce qu'on fait? C'est pas parce qu'on sait ce qui marche. C'est qu'en fait, sur le volume et le nombre d'années, on sait très très bien ce qui ne marche pas. On fait juste pas ça. Et donc en fait, les probabilités qui restent sont plutôt en notre faveur. Donc on a rappelé nos entretiens exploratoires, on leur a pitché notre offre, on va partir du principe que ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va la tester. Par exemple, on peut passer une annonce sur Facebook ou quoi. J'ai cette offre, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut la tester de toute façon. Mais pour l'instant, on n'a pas Facebook. On n'a pas choisi de réseau social, on n'a pas d'audience, on n'a personne pour l'instant. Eh bien, on va parler à ces gens et leur dire voilà, j'ai cette offre, qu'est-ce que tu en penses? Ça, on l'a déjà fait. Est-ce que tu veux essayer? Il faut créer une audience. On n'a pas d'audience à ce stade. Et pour créer une audience, on va se poser d'abord une première question. Quel réseau social je choisis? La réponse est un peu facile, mais Snapchat? Non, pitié. Ah ouais. TikTok, tant qu'il au secours. Facebook, Instagram, LinkedIn. Où est-ce qu'on va? On va faire un main levée. Qui dit Facebook? Vous n'êtes pas beaucoup. Qui dit Instagram? Qui dit LinkedIn? Instagram a gagné. Attention, Facebook est le plus facile de tous les réseaux, mais avec le plus de plafond de verre. LinkedIn, B2B, qui est un réseau avec un algo relativement ouvert, où c'est pas trop difficile de faire les premiers paliers, mais ensuite pour faire beaucoup d'audience, c'est plus dur. Instagram, le plus long et le plus difficile au démarrage, c'est l'enfer de passer les premiers plafonds de verre. Par contre, le potentiel de viralité et de taille d'audience est illimité. On a des clients qui, à un moment, il y a 3, 4, 5 reels d'affilée qui ont pété, qui se retrouvent avec 100 000 abonnés sur IG qualifiés. C'est impossible sur Facebook et les probabilités LinkedIn sont extrêmement faibles. Donc de toute façon, il faudra se poser une question. Est-ce que j'ai un enjeu financier et j'ai besoin de clients très vite? Et alors peut-être pas commencer par Instagram, on va peut-être aller plutôt sur Facebook. Ou est-ce que j'ai quelques mois devant moi, je veux aller là où il y a le potentiel final le plus élevé, vu la cible, c'est Instagram. On va partir du principe que c'est Instagram. Mais j'aimerais qu'on commence à se poser 2-3 questions par rapport à ça. On va ouvrir un compte Instagram. Première question, est-ce qu'on l'ouvre en notre nom personnel ou est-ce qu'on crée une marque? Nom personnel, levez la main. Créer une marque, levez la main. Créer une marque, c'est beaucoup plus difficile. Les gens achètent à des humains, ils n'achètent pas à des objets. Ils n'achètent pas un logo. Surtout quand vous venez de débuter, personne ne vous connaît, vous n'êtes personne, vous n'avez pas d'existence, vous avez 0 abonné et vous voulez vendre un accompagnement à 5 000 € sans donner votre nom ni votre tête. Surtout à l'ère actuelle, les gens ne savent pas si tu es la PDG, la stagiaire ou une IA. J'ai commencé les premières années en tant que Jérémy Coleman. Coleman Publishing, c'est arrivé bien après. Et au tout début, j'étais seul et c'était Jérémy Coleman t'accompagne. Ensuite, Jérémy Coleman et son équipe t'accompagnent. Ensuite, l'Académie des génies t'accompagne. Fast and Slow t'accompagne. Et seulement après, quand il y a tout un écosystème, qu'on a fait monter les personal brands de chacun, ça a du sens de mettre Coleman Publishing au centre. Mais ça s'est fait sur 4 ans.
Surtout pas au début, il n'y avait pas de compte, Coleman Publishing, au début, rien de tout ça. Tu vois. C'était que moi, en nom propre. Il ne faut pas oublier que si tu veux créer un groupe, si tu veux créer un canal de diffusion, si tu veux créer un canal Telegram, etc., il va falloir l'alimenter en audience. Cette audience, pour l'instant, on l'a pas. Donc ça veut dire que tu rajoutes un point de friction. Ils vont te rejoindre sur Instagram, il va falloir que tu les rebascules autre part. Vachement difficile. C'est aussi pour ça que je vous embête autant toute l'année, ceux qui travaillent avec nous, sur pas de groupe Facebook. C'est pas que ça marche pas, le groupe Facebook, ça marche extrêmement bien. Mais comment est-ce que vous le remplissez? C'est épuisant. Il faut le remplir en permanence. Parce que sur le nombre de personnes qui rentrent dedans, vous allez avoir 10% d'actifs. Sur ces 10% d'actifs, vous avez peut-être 30% de clients. Et ils ne vont pas tous acheter tout de suite. Je vous laisse imaginer combien de personnes il faut faire rentrer dans votre groupe toutes les semaines pour que ça ait du sens comme stratégie. Sachant que Facebook a très clairement dit qu'ils ne voulaient plus qu'on utilise leur groupe comme ça et qu'ils ont coupé tous les outils qui permettaient de faciliter le boulot. D'abord en nom personnel, plus tard la marque. C'est beaucoup plus facile de dire « je suis Cerise et j'ai créé Groupama » que de dire « acheter une assurance Groupama » et au fait, est-ce que vous ne voulez pas parler à Cerise ? Il y a beaucoup de boîtes en B2B qui se sont développées comme ça avec le personal branding de leur fondateur. Moi, tous les entrepreneurs de nos métiers que je connais qui à un moment ont fait une crise existentielle du personal branding et ont dit je vais faire disparaître mon nom et mon prénom et je vais lancer une marque, ils ont perdu 50% de chiffre d'affaires. C'est sûrement beaucoup plus confortable pour lui, c'est son choix, et c'est quelqu'un d'assez intelligent pour avoir fait ce choix en conscience, mais son CA, c'est plus le même qu'à l'époque. On s'identifie à une personne, pas à une marque. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à un humain. Et de toute façon, vous pouvez mettre la marque que vous voulez, les gens viendront toujours pour l'humain de toute façon. Donc on y va en perso, sur Instagram. De quoi on parle ? Pourquoi créer une marque si ça sert à rien ? Parce que tu vas pouvoir t'en servir plus tard. En fait, tu commences en personal branding et tu infuses ta marque au fur et à mesure. Tu vois, au début, tu en parles un tout petit peu, et puis un peu plus. Et en fait, au bout d'un moment, ta personal brand est assez grande pour que tu puisses envoyer de l'autorité à ta marque et que tu puisses commencer à communiquer avec la marque. C'est un travail qui se fait sur la durée. Si tu commences en tant que marque, c'est plus dur. On préfère faire l'inverse. Dans nos métiers, je précise, attention. Hein. Demain, vous êtes un e-commerce, c'est complètement différent. Parce que tu achètes l'accompagnement d'un humain. Et d'ailleurs, tous les incubateurs de marques qu'on trouve dans les grandes villes à la création de différents métiers, ils sont propulsés par les canaux administratifs traditionnels, pas par les réseaux sociaux. Les gens rejoignent une pépinière d'entreprise de la ville du coin parce que leur CCI leur a dit d'y aller et pas parce qu'ils ont accroché avec la personne qui en parle sur les réseaux. C'est une autre méthode de communication, c'est radicalement différent. Tu as beaucoup moins de prise sur ce qui est possible. De quoi on va parler ? On va parler de ce qui n'allait pas dans notre vie, de notre travail qu'on a arrêté, qu'on a changé, qu'on a cherché on n'était pas épanoui, donc on est allé vers autre chose, etc. Donc le point de départ, nous, et vers où on a voulu aller, et pourquoi on l'a fait, pour après pouvoir parler de ça, de ce produit. Ton histoire personnelle est hyper importante, ici. Toute notre stratégie, elle va être centrale. Par contre, attention, j'arrive sur un compte Instagram que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a écrit Valérie Baracha. Je sais pas ce que c'est. Non, mais attends, laisse-moi finir. Je sais pas ce que c'est. Et les seules vidéos que je vois, c'est toi qui parles de toi. Et moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas, je te connais pas encore. On n'a pas encore de lien, donc le fait que tu parles de toi ne m'intéresse pas encore à ce stade. C'est une fois que j'ai créé de la relation avec toi que je connais ton histoire, pas au début. On commence toujours par parler de son sujet thématique. Moi, je parlerais des chats, justement. Je parlerais du bien-être qu'apportent les chats au quotidien, quoi. Moi, j'aurais parlé de la douleur d'avoir un métier qui nous plaît pas. Oui, aussi. Oui. En fait, foncièrement, quand on va créer ce compte de zéro, alors bien sûr, on pourra toujours faire les posts épinglés, les stories à la une, etc. Ça, c'est Salma qui nous expliquera après. Mais on va parler de tout sauf de soi. En fait, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver et elles vont découvrir ce compte et elles vont devoir accrocher avec ce qui est écrit dessus. Moi, quand j'arrive à un endroit et qu'il y a écrit moi, je repars. Hein. Je fais OK, ça me concerne pas, ça concerne toi. Je trouve ça assez fascinant personnellement. Les petites installations pour les chats, les maisons de chats, les parcours de chats dans les murs. Le potentiel de viralité de ces trucs-là. Exactement. Moi, je ferais ça et éventuellement comment construire ça. Mais en fait, idéalement, la personne qui crée ce business-là, elle a elle-même fait un business de baracha, donc elle a un endroit où elle peut filmer tout ça et montrer les chats qui font ça. Tu filmes juste ton chat en train de jouer dans le bar avec les clients sur les installations, tu mets la voix off de TikTok, POV, t'es un chat dans un bar à chat et tu vis ta meilleure vie, et hop, 1 million de vues.